Je vous remercie d'être là puisque je sais que je suis en concurrence avec le Cloud Next On Air avec la nouvelle semaine, la semaine 7 qui se lance actuellement. Donc je vous remercie d'être là présent malgré la concurrence féroce de Google sur ce créneau horaire. Alors je vais vous partager mon écran. Ok. Et normalement ça doit être bon. Hop. Donc voilà, donc ce soir, mon but est de vous parler de portabilité avec Knative et Cloud Run. Des mots qui sont assez tendances, notamment la portabilité. Knative, on va un petit peu parler, ça concerne un cas comme Kubernetes, et puis Cloud Run, qui est aujourd'hui un produit phare de chez Google. Donc moi, je suis Guillaume Blaquière, comme l'a mentionné Julien. Je suis Google Developer Expert sur le cloud, et je suis aussi Lead Cloud Architect chez Veolia. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas parler de Veolia puisque c'est pas le sujet du talk et aujourd'hui, on commence à peine sur ces technologies-là chez Veolia, mais c'est plutôt un retour d'expérience sur qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu tester sur Cloud Run et sur Knative. Mais avant de passer dans ces technologies-là, je souhaite vous parler de portabilité. Pourquoi de portabilité et pourquoi est-ce que dans un projet, vous pouvez avoir besoin de portabilité un jour ou l'autre? Il peut y avoir le besoin de déployer sur plusieurs clouds. Alors, plusieurs clouds, ça peut être sur différents cloud providers, sur Google Cloud, sur IBM, sur AWS, sur Azure. Ça peut être aussi le besoin de faire du cloud hybride. Ça veut dire de déployer aussi bien dans le cloud que dans votre data center. Et ça peut être pour des besoins assez divers. Faire du multi-cloud, ça peut être par exemple pour se prémunir d'incidents graves et majeurs d'un cloud provider et de perdre la disponibilité de votre application et donc d'avoir de la haute disponibilité multi-cloud, histoire de se couvrir sur différentes technologies, sur différents providers pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La partie hybride, on peut l'avoir de différentes manières quand on doit faire fonctionner des choses on-premises et dans le cloud. On peut avoir des contraintes réglementaires. Typiquement, je sais que au Luxembourg, quand vous faites du processing de données de paiement au Luxembourg, les données mes bancaires financières doivent rester au Luxembourg. Donc, il vous faut forcément un data center au Luxembourg pour traiter ces données-là. Mais par contre, vous pouvez très bien avoir d'autres processing de données ou d'autres applications qui tournent sur le cloud qui, elles, ne sont pas soumises à cette réglementation-là. On va avoir des choses hybrides qui peuvent fonctionner comme ça. Aujourd'hui, nous, chez Veolia, on a aussi un aspect un petit peu entre le hybride cloud et le multi-cloud, un petit peu bizarre en fait. On a gagné récemment la ville de Bordeaux et Bordeaux souhaite que l'application qu'on va développer pour eux, enfin qui est déjà développée mais qu'on va adapter pour eux, soit déployée dans un data center qui soit hébergé sur la commune de Bordeaux, en tout cas sur l'agglomération de Bordeaux, pour promouvoir la tech locale. Promouvoir l'emploi, promouvoir la technologie, les compétences ou autres. Après tout, ce sont des maires et des politiques qui signent des contrats avec Veolia et forcément, ils veulent quelques retombées économiques et puis légitimes en vue des prochaines élections, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont souhaité? Donc, c'était avoir l'application dans leur data center, mais nous, on développe aujourd'hui principalement sur du Google Cloud, notamment tous les nouveaux développements se font sur Google Cloud, et on ne veut pas avoir à manager une application on-premises et une application sur le cloud. Donc, l'idée est de se dire, notamment avec Anthos, de pouvoir manager plusieurs clusters Kubernetes, un qui serait sur GKE et un qui serait on-premises chez Bordeaux, et de pouvoir centraliser, de pouvoir piloter ces deux applications différentes, enfin, ces deux mêmes instances d'applications dans un point central qui est le cloud. Donc, c'est ça notre cas d'usage aujourd'hui chez Veolia. Le besoin aussi, par exemple, c'est de ne pas vouloir se verrouiller avec un cloud provider, soit pour des raisons de haute dispo, soit aussi pour des raisons stratégiques, marketing, de coûts, de négociation. Dire un cloud provider, ou alors vous faites 10% de réduction, ou alors je vais chez votre concurrent. Ça peut aussi permettre de peser dans la balance. Et puis, comme je l'expliquais avec Bordeaux, ça va être des contraintes réglementaires ou contractuelles que vous pouvez avoir dans vos contrats, dans vos projets. Bref, en tout cas, de la portabilité, on peut en avoir besoin à un moment ou à un autre. Et comment est-ce qu'on fait pour être portable aujourd'hui? Aujourd'hui, quelque chose est assez à la mode, c'est le conteneur.
On a vu il y a quelques années, notamment avec Java, la possibilité de packager une application dans un jar ou dans un war et de se dire, à partir du moment où vous avez une JVM qui est installée sur votre machine, vous prenez le même jar, le même war, et vous le déployez de manière similaire. C'est le même code, vous n'avez pas à le changer. Donc ça, c'était vrai. Par contre, on était limité à Java, à la JVM. Donc ça peut être Java, Scala, Kotlin ou autre, mais malgré tout, on est limité à ça. Le conteneur, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être aussi un packaging d'applications, mais qui ne va pas se limiter à un langage, qui va plutôt se limiter vraiment au packaging de l'application. On va pouvoir y mettre n'importe quel langage à l'intérieur. À partir du moment où on peut l'exécuter, il n'y a pas de problème. Puis derrière, il y avoir un ou plusieurs langages que l'on exécute dans le conteneur. On peut avoir du shell, par exemple, avec une application en Go à côté. Pourquoi pas? On va pouvoir ajouter des librairies et des binaires système, ce qui peut être assez important quand on a besoin de se connecter à des données, à des bases de données particulières, ou par exemple, dans mon ancienne société, on avait des binaires écrits en C++ qui dataient de plus de 20 ans pour décoder des trames de capteurs IoT. Et on ne voulait pas les recoder en Python ou en Node parce qu'il restait une centaine de capteurs encore en vie sur le terrain après 20 ans d'exploitation. Et on ne voulait pas le recoder, on voulait réutiliser les binaires en C++ qui avaient été écrits. Typiquement, on peut installer ces binaires sur un conteneur. Donc, on peut packager tout ça dans un conteneur. Et l'avantage, c'est que le conteneur, il est isolé du reste du monde. On peut avoir deux conteneurs en parallèle, même s'il y a des conflits dans les versions des librairies ou autres. Comme ils sont isolés, il n'y aura pas de conflit entre ces conteneurs parce que justement, il y a une isolation forte entre chacune des limites des conteneurs. L'avantage aussi, c'est que comme c'est un standard de l'industrie, il y a un large écosystème d'images de base que vous pouvez utiliser, donc des images from scratch, avec rien dessus, ou avec des images qui existent avec déjà des binaires préinstallés. Ça peut être un Ubuntu, ça peut être aussi un JDK, ça peut être donc typiquement avec Go, vous avez un environnement de compilation pour Go et vous avez un environnement from scratch pour exécuter du Go, ce qui vous permet aussi de faire du test, de la compilation dans la création de votre conteneur pour être sûr que tout fonctionne bien. Voilà. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup de variétés d'images de base, principalement du Linux, mais il y a du Windows aussi qui existe, donc vous n'êtes pas limité à un OS. Donc c'est assez simple. Et puis aussi, vous pouvez vous créer vos propres images de base. Vous prenez une image, vous la customisez et ça fait votre propre image de base à vous que vous pouvez réutiliser dans vos builds si vous le souhaitez. Un dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est que c'est un standard de l'industrie. On parle beaucoup de Docker conteneur, Docker image. On parle beaucoup de Docker. Alors c'est vrai que Docker est une super société. Ils ont fait des choses vraiment bien pour pour faciliter la prise en main du conteneur et arriver à développer, donc à démocratiser cette technologie. Mais en aucun cas, un conteneur est propriété de Docker. Vous pouvez typiquement aujourd'hui, avec des librairies comme Jib en Java ou avec Ko en Go, créer un conteneur sur votre machine sans avoir Docker installé. Donc, ça peut être assez efficace, assez intéressant. Et donc, vous passez de Docker et vous créez un conteneur qui est compatible et vous le lancez où vous souhaitez. Peut-être avec un Docker Run pour l'exécuter sur une machine virtuelle. En tout cas, en local, vous pouvez très bien le construire sans Docker installé. Ensuite, quand on parle beaucoup de conteneurs, on parle aussi beaucoup de Kubernetes et on va beaucoup parler euh, de produits qui contiennent ou qui commencent par un K. Donc, typiquement, le premier que l'on va voir, c'est Kubernetes, qui a commencé par un K. Et il va y avoir une panoplie d'autres dont je vais juste vous mentionner le nom. Alors, Kubernetes, juste rapidement, parce que je sais qu'en plus, il y a des experts qui m'écoutent, donc je n'ai pas envie de raconter trop de bêtises. Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Kubernetes, ça va vous permettre de manager donc un cluster de VM. Donc, les VM, c'est le nom dans Kubernetes, c'est des nodes. C'est des nœuds en fait dans le cluster qui vont contenir des ressources du CPU et de la mémoire. Et sur ces nodes, vous allez pouvoir déployer un ou plusieurs conteneurs, ça s'appelle des pods, c'est un ensemble de conteneurs, donc un ou plusieurs conteneurs sont dans un pod, et vous allez pouvoir les déployer sur ces nodes. Et en fait, tout ça, vous allez le faire de manière déclarative. Donc, vous dites, en fait, au responsable du cluster, qui s'appelle le master de Kubernetes, vous lui dites, je veux déployer ce pod en 3 exemplaires, en 3 réplicas. Et Kubernetes se débrouille pour trouver les nodes qui sont disponibles avec de la place pour déployer les 3 nodes que vous avez demandé.
Et c'est là où la magie de Kubernetes commence à opérer. Si le cluster se rend compte qu'il n'y a pas assez de ressources, donc pas assez de nodes, pas assez de CPU et de mémoire sur le cluster, il peut décider d'ajouter un node dans le cluster pour ajouter de la ressource et déployer les pods qui sont en trop. Effet inverse, s'il y a trop de ressources sur le cluster, le master peut décider de supprimer une VM et de redispatcher les pods existants sur les machines qui existent. Il va y avoir aussi tout un mécanisme de health check où en fait on va tester la santé aussi bien du pod que du node. Et Kubernetes peut dire tiens, ce pod il n'est plus sain, on va l'éjecter, on va en créer un nouveau. Et même chose pour le node. Si le node ne répond pas, Kubernetes peut l'éjecter et en créer un nouveau. Il y a plein d'automatisations qui sont faites comme ça, donc c'est beaucoup plus simple pour manager les opérations assez simples de scaling ou de auto-healing. Mais malgré tout, on ne se débarrasse pas de toute la partie Ops et de maintenance d'un cluster et de VM, parce que malgré tout, ça tourne sur des VM. Qui dit VM dit système d'exploitation, et donc il y a quand même du patching à faire, il y a de la rotation à faire, il y a du dimensionnement de machines à faire. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 50 machines avec un CPU ou 25 machines avec deux CPU? Voilà, il y a plein de tuning à faire dans le cluster, et ça, forcément, ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut quand même qu'il y ait des ingénieurs qui travaillent et qui optimisent les clusters. L'avantage de Kubernetes, c'est que c'est quand même un produit open source, donc c'était développé initialement par Google et aujourd'hui en open source, et ça appartient donc justement au CNCF. Il y a d'autres produits qui appartiennent au CNCF et qui contiennent un K. Donc typiquement, je vais parler de Krew, KREW, qui est un plugin manager pour Kubernetes. On va avoir Compose, qui est l'équivalent de Docker Compose avec un C pour Docker Compose et Compose, que Kubernetes Compose avec un K justement sur le cluster. On va voir donc l'abréviation de Kubernetes, c'est K8S, parce qu'entre le K et le S, il y a 8 lettres, donc ça fait K8S. On va avoir K3S, qui est rentré récemment dans la sandbox du CNCF. On a K9S, qui existe. On va avoir Scaffold avec un K aussi. Voilà, il y a plein d'outils qui commencent avec un K. Et il y a des gens qui utilisent beaucoup Kubernetes, à qui qui écrivent maintenant tout avec des K. Et par exemple, je vais vous parler de, je me suis raté de Aurélie. Aurélie Vacher, typiquement, elle écrit bouquin avec un K, ce qui m'a fait assez rire. Alors, je ne vous parle pas d'elle au hasard. C'est une personne qui a été aussi récemment GDE. C'est la première femme GDE à nous rejoindre en France, donc je suis très content qu'elle soit parmi nous. Et surtout, elle fait des sketch notes et elle a fait aussi 3 livres, au moins 2, mais 3, sur Kubernetes, Istio et Docker. Et elle simplifie en quelques dessins, elle simplifie certaines notions assez complexes de Kubernetes. Et franchement, ça vaut le coup à voir parce qu'il y a des fois des choses que je comprenais pas, que je ne savais pas comment le lire, pas comment l'utiliser. Ben, en fait, c'est assez simple. Donc voilà, donc je vous recommande d'aller voir son Twitter. De toute façon, je vous partagerai les slides à la fin de la session. Donc, vous pourrez aller sur les liens si vous souhaitez, mais vraiment, si vous voulez entrer sur le sujet assez simplement, c'est vraiment un bon point de départ pour acquérir les notions et les principes de base de Kubernetes, Istio et Kubernetes. Et Docker, pardon. Donc j'ai parlé beaucoup de cas, beaucoup de bouquins comme ici. Il y a une autre application qui existe, qui est venue au-dessus de Kubernetes, c'est Knative. Knative, ça apporte une notion de serverless à Kubernetes. Alors j'ai oublié de parler de quelque chose sur Kubernetes. Kubernetes donc, va faire du scale up et du scale down automatiquement, mais en fonction de règles qu'on va lui donner, notamment des règles en termes de consommation de CPU et consommation de mémoire. Donc en fonction, on peut dire qu'à partir du moment où on utilise 60% de CPU d'un node ou d'un pod, et bien on va pouvoir créer une nouvelle instance ou du pod ou du node. Et de la même manière, on va pouvoir faire du scale down si on utilise moins de 50% de CPU, etc. etc. Donc ça marche bien, sauf que c'est vraiment basé sur la consommation de CPU et de mémoire. La problématique que l'on a avec ça, c'est que lorsqu'on veut héberger un site web, typiquement pour faire du e-commerce et qu'on a le Black Friday qui arrive, attendre que Kubernetes détecte qu'il y a une consommation de CPU au-delà de X% pour faire du scale-up, c'est des fois trop tard et on va avoir un site qui va être saturé et ça va pas forcément être ça va pas scaler aussi vite que ce que l'on souhaite.
Knative, en fait, ajoute une couche supplémentaire qui est de dire, au lieu d'écouter la consommation de CPU et la consommation de mémoire, on va écouter le trafic HTTP qui passe sur le cluster. S'il n'y a pas de trafic, on ne va pas créer de pod, ça ne sert à rien. S'il y a une requête qui arrive, on va écouter pour quel service elle est, et on va leur router cette requête vers le service. S'il n'y a pas de pod existant, on va le créer. Et si on a des requêtes qui arrivent, on continue à router ces requêtes vers ce service. S'il y a beaucoup de requêtes qui arrivent, on va penser à provisionner un nouveau pod et faire du load balancing au niveau du routeur entre chacun des services, des pods qui existent. Donc c'est de là qu'est venu Knative, notamment pour la partie serving. On a aussi d'autres facettes à Knative. Et en fait, voilà, on va plutôt se baser sur le trafic que se baser sur la consommation de CPU et de mémoire pour faire du scale up et du scale down. Et comme justement, quand on n'a pas de trafic, on va scaler le nombre de pods à 0, et lorsqu'on va avoir du trafic, on va scaler en fonction du trafic. On a une notion de serverless. Alors, ça n'est pas une serverless en termes Ops, on a quand même des machines à manager et à administrer, mais plutôt en termes du serverless, donc du point de vue développeur, et j'en parlerai juste après. Par contre, pour être compliant avec Knative, il y a un contrat à respecter. Ce contrat est assez simple. Il est en deux parties. Le premier, c'est qu'on doit répondre à des requêtes HTTP. Forcément, comme je vous ai dit, on va scaler en fonction du trafic HTTP. Donc, il faut que le conteneur réponde à des requêtes HTTP. Donc, typiquement, avoir un web server déployé qui répond sur du HTTP. Et il faut que le service soit stateless. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stateless? Ça veut dire que lorsqu'on va monter un conteneur, on va pas pouvoir lui attacher un volume, lui attacher un disque dur pour pouvoir écrire des choses persistantes directement. Le conteneur va pouvoir se connecter avec des outils externes. Typiquement, sur Google Cloud, on va pouvoir se connecter avec Storage pour stocker des fichiers, avec Cloud SQL pour les bases de données, Firestore pour les bases de données documents, ou BigQuery. On va pouvoir se connecter avec des services externes, mais le conteneur en lui-même ne pourra pas stocker des données persistantes. À la limite des données temporaires, mais pas de données persistantes. Donc, ça oblige à penser aussi son service stateless. Et ça, c'est fait pour justement scaler assez facilement up and down et ne pas se soucier de la ressource disque à attacher. Donc voilà, il y a ces deux contrats à respecter. Et une fois qu'on respecte ces deux contrats, on est compatible Knative et on peut déployer notre conteneur avec Knative installé sur Kubernetes. Donc ça, c'est bien quand on est sur un serveur Kubernetes. On a aussi Cloud Run. Alors, Cloud Run, en fait, ça va être la déclinaison de Knative, donc la déclinaison du principe de scalabilité up and down du conteneur, mais cette fois-ci sur un service managé sur Google Cloud. Alors, il va arriver en deux façons, de manière managée, totalement managée. On n'a pas le cluster à manager. Et aussi, on a du Cloud Run sur GKE qui va nous permettre de déployer des conteneurs Cloud Run, mais sur un cluster que l'on maîtrise. Voilà. L'avantage de Cloud Run, c'est que ces API sont compatibles avec Knative, et donc on va pouvoir déployer, en tout cas la promesse que nous fait Google, c'est de dire si vous avez un conteneur qui est compatible avec Cloud Run, vous pouvez déployer sur un cluster Kubernetes avec Knative, ce sera aussi compatible. Et aujourd'hui, ce sera le but des démos de ce soir, de vous présenter que cette promesse, elle est tenue, si au moins mes démos elles fonctionnent. Alors, on a parlé de Knative, et on a parlé de portabilité par rapport au conteneur et de serverless. Je vais juste m'arrêter un petit peu sur le serverless pour qu'on soit tous à peu près au même niveau de qu'est-ce qu'on entend par le serverless. Le serverless, on peut le voir de deux manières. Le point de vue opérationnel. Donc là, on sera plutôt sur du Cloud Run managé sur Google Cloud, où en fait, on ne va pas se soucier de la gestion des serveurs, de la gestion de la sécurité, et on va payer à l'usage. Donc typiquement, tout ce qui est patching, tout ce qui est networking, on ne s'en occupe pas. Et si nos conteneurs ne tournent pas, on ne paye rien. Et dès que nos conteneurs commencent à tourner, on va commencer à payer. Donc ça, on est vraiment sur une partie totalement managée comme Cloud Run. Si on a notre cluster à manager, l'aspect serverless va plutôt être d'un côté des développeurs. Un développeur, lui, va plutôt se concentrer sur un service. Le but d'un développeur, c'est d'apporter de la valeur à son client. Et donc de se dire que il va créer un service,
plutôt des microservices, parce que c'est plutôt à la mode aujourd'hui, qui vont répondre à des événements internes cloud ou des événements externes, comme des requêtes HTTP. Et pour lui, il se moque de l'endroit où va tourner son service. Pour lui, son but est de se dire, j'apporte de la valeur à mon client, à mon utilisateur, et quelque part, pour moi, je veux que le service soit portable, qu'il tourne en local ou qu'il tourne sur le cloud ou on-premises. Peu importe, lui, son but est d'amener cette valeur à son utilisateur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, si on se penche un petit peu sur l'expérience de développement d'un développeur d'un point de vue serverless, et si vous êtes des développeurs, vous avez peut-être un petit peu ça en tête, votre but est de développer. Vous développez votre code, vous le conteneurisez assez facilement, et votre but est de le tester. Vous le testez en local, et vous espérez que le test de votre conteneur en local soit exactement, en tout cas que le comportement de votre conteneur en local soit exactement le même, quel que soit l'environnement où vous le déployez, en local, ou sur le cloud, ou on-premises, quelque part. Vous voulez vous abstraire de cette contrainte-là, parce que vous êtes développeur, vous n'êtes pas forcément Ops, et c'est pas forcément votre envie de vous soucier de ça, et vous voulez déployer donc ce même conteneur n'importe où, sans vous soucier de l'infrastructure. Ceci est fait, vous déployez votre conteneur en production, il peut y avoir ou des bugs ou des demandes d'évolution, et forcément, il faut recommencer. Il faut recommencer à construire votre conteneur, à le tester, à le déployer, etc., etc. Et tout ça pour que le développeur soit le plus rapide et le plus efficace possible. Le but est qu'il ne se pose pas la question de comment est-ce que je déploie sur mon environnement. Et on a aujourd'hui des outils qui existent pour faire ça facilement et de manière automatique. Donc des outils comme Customize, avec un cas aussi, ou Scaffold, j'ai déjà discuté, qui vont vous permettre d'écouter le code en local, de le compiler, en tout cas de le packager automatiquement en local et de le déployer soit sur un cluster Kubernetes que vous avez en local, typiquement comme Minikube, forcément avec un cas, et ensuite, ou alors sur GKE directement ou sur un autre cluster Kubernetes que vous avez dans le cloud, et vous avez vraiment votre expérience de développement qui est très facile. Et vous ne vous souciez pas vraiment de développer, déployer votre cluster, vous construisez, vous testez, vous déployez et vous recommencez autant de fois que nécessaire pour faire votre code. Ce soir, pour vous présenter ça, j'ai 4 démos à vous faire, donc une sur AWS et 3 sur GCP. Et qu'est-ce que je vais déployer? Je vais déployer un simple conteneur, donc c'est quand même conteneur Hello World, on ne va pas faire trop compliqué. Et pour le déployer, on va utiliser uniquement ce fichier de configuration. Donc assez simple, on utilise Knative Serving et on sert un service, son nom sera Hello. Et j'ai créé un conteneur, donc une image qui est publique. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Elle est assez bateau, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. En tout cas, on va la déployer sur AWS avec Knative installé, sur GKE avec Knative installé, sur GKE, je crois que c'est le slide après, voilà. Donc GKE avec Knative installé, GKE avec l'add-on Cloud Run installé, et je vous montrerai la différence de Knative avec GKE et de Cloud Run avec GKE. C'est pas exactement la même chose, en tout cas la même expérience, la même interface que vous pouvez avoir. Et je finirai par une présentation de Cloud Run Manager, et mon but est de déployer vraiment le même fichier sur chacun des environnements. Donc je vais passer sur la démo. Qui est ici. Donc tout d'abord, donc là je suis sur AWS, donc j'ai un cluster qui s'appelle Knative qui est installé avec ici j'ai un node de pool et je vais me connecter donc sur ce cluster là. Alors, je vais grossir un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir. Alors ce qui se passe c'est que j'ai déjà créé les clusters parce que ça prend un petit peu de temps. J'ai aussi installé Knative et Istio, parce qu'en fait, Knative est la couche au-dessus et Istio va être la couche qui va permettre de faire ce qu'on appelle un service mesh, en tout cas de gérer le trafic HTTP, au moins HTTP, je peux peut-être dire des bêtises, c'est pas trop mon domaine, mais au moins HTTP, et de gérer le trafic pour le router vers les différents services, notamment de Knative, pour ensuite faire justement ce routage et cet aspect serverless avec Knative. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ici un script. J'ai ici un script j'ai suivi uniquement la documentation de Knative
où j'ai pris donc toutes les lignes de commande qui me disaient de prendre. Donc, mais j'installe d'abord donc la partie CRD de Knative. Je récupère Istio, je copie-colle un fichier qui m'ont donné. Je lance une commande istio-ctl pour appliquer ce fichier que je viens de créer. Et enfin, je récupère ici la gateway, parce qu'en fait, il va y avoir ce que va créer en fait Knative sur un cluster Kubernetes. Donc, ça va créer les agents qui sont nécessaires pour écouter le trafic HTTP. Et ça va aussi créer un load balancer, parce qu'il faut bien que le trafic arrive d'Internet vers le cluster. Donc, ça va créer une passerelle entre les deux, ce qu'on appelle une ingress gateway. On va créer cette gateway. Donc, ça va être, le plus souvent, c'est un load balancer sur un tas de mes providers qui est créé, qui va écouter le trafic externe et qui va le router vers Knative. Donc, le but est de connaître l'IP ou le DNS de cette ingress gateway pour ensuite pouvoir lui envoyer des requêtes si on le souhaite. Donc ça, c'est ce que j'ai installé sur AWS. Donc j'ai juste un fichier pour tricher parce que quand on veut se connecter à un cluster AWS, il faut qu'on installe d'abord le client, la CLI de AWS. Donc je vais ici le faire parce qu'en général, c'est perdu par mon Cloud Shell. Cloud Shell en fait est une interface, donc ici une interface web que met à disposition Google Cloud. Quand vous allez sur votre projet ici, vous pouvez voir ici, vous avez une petite icône Cloud Shell. Ça vous ouvre soit en bas de la page, soit vous avez un petit bouton pour l'ouvrir en plein écran. Et ça vous permet de ne pas avoir un serveur Linux de votre côté pour faire des commandes. Et c'est notamment très utile avec AWS, parce qu'avec AWS, on n'a pas forcément de shell qui existe, qui est mise à disposition. Donc, notamment chez Veolia, on fait du GCP et du AWS. Et quand on doit interagir avec AWS, l'ironie du sort, c'est qu'on utilise le Cloud Shell de Google Cloud pour interagir avec la CLI de AWS. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc ça, c'était donc pour installer la CLI. Et ensuite, on va juste récupérer le cluster et on va se connecter au cluster. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Je peux demander au cluster ici de savoir qu'est-ce qui tourne sur le cluster. En fait, je lui demande qu'est-ce qui est présent. Eh bien, il n'y a rien qui est présent. Donc, on va commencer par déployer notre service. Le service, c'est celui-là. Comme présenté dans le slide, il est vraiment très simple. Knative Serving, je lui donne un nom, je lui donne le conteneur à déployer, et c'est tout. Pour appliquer une configuration, pour donner un ordre au master de Kubernetes, on a donc cette commande, kubectl. C'est vraiment le client qui va mettre d'interagir avec le master de Kubernetes. Et là, on va lui demander d'appliquer la configuration. Donc, assez syntaxiquement, on applique la configuration, on donne un fichier, -f, et je vais donner le nom de mon fichier. Donc là, je viens de déclarer le service. Je peux voir qu'est-ce qu'a créé automatiquement le master Kubernetes. Et on va voir que là, il y a plein de choses qui ont été créées. On va avoir des répliques sets, on va avoir des révisions, des routes pour router le trafic. Ce qui est très important, on va router le trafic vers ce nom qui est ici. Et il faut qu'on connaisse quelle est la gateway, donc la ingress gateway de AWS. Pour ça, donc, j'ai une ligne de commande à la fin de mon script. Ici, je vous l'ai montré, c'est celle-là, donc je vais juste la copier, parce que je suis flemmard. Et on va avoir donc, donc là c'est un petit peu difficile, donc voilà, l'external IP, en fait, ici, sur AWS, c'est pas une IP, ça va être un DNS. Ça va être ça. Donc, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un simple curl vers mon cluster, et je vais lui dire, je veux que tu atteignes mon service qui s'appelle Hello. Le problème que l'on a aujourd'hui ici, c'est que ce service Hello, il n'a pas de DNS, il n'a pas de nom propre. Et donc, en fait, il va falloir indiquer au routeur qui est installé sur Knative, la requête que je t'envoie, je veux que tu l'envoies à ce service. Pour ça, on va se faire passer comme si on venait du site qui ici s'appelle hello.defo.example.com. On va essayer de se faire passer pour ce site-là. Donc, pour ça, on va tricher, en fait, on va mentir quand on va envoyer la requête au cluster. Donc, on va faire un curl
et on va y mettre un header particulier, donc -h pour le header. On va dire que le host duquel on vient de ce service-là. Et donc, automatiquement, quand le routeur va recevoir ce nom de service et dire « Ah, ce service, je le connais », je vais le router vers le service Hello qui est déployé sur le cluster. Donc là, je vais l'envoyer sur la gateway qui est ici. Hop. Ah, c'est pas disponible. Alors, pourquoi c'est pas disponible? Des fois, ça prend un petit peu de temps à ce que le cluster... Ah non, c'est parce qu'en fait, c'est pas entier. aws.com. OK. Chose intéressante que me dit ce service que j'ai déployé, mais la révision que j'ai attaquée est la révision VWW9G. Si on revient dans le get all que j'ai fait ici, on voit bien que la révision qui est déployée est bien la version VW9G. Donc on vient bien d'attaquer ce cluster-là. Donc là, je viens de déployer sur AWS. On va faire la même chose avec GKE et Knative installé. Donc ici, de la même manière, je vais peut-être grossir un petit peu l'interface. Je suis sur la console de mon projet. Je vais me déplacer hop, jusqu'à trouver Kubernetes. Et ici, je vais trouver mes deux clusters que j'ai créés en présence de la démo. Un cluster Knative, avec Knative installé dessus, et Cloudrun avec l'addon Cloudrun. Pour se connecter, donc ici c'est très simple, on a un bouton Connect, on a la ligne de commande, hop, on la copie, et ici, on va la copier dans Cloud Shell. OK. Même chose que tout à l'heure, je vais déployer mon fichier, kubectl apply -f et mon fichier. Donc je donne l'ordre au master de déployer. Magie les démos, ça fonctionne. Je vais lui demander aussi quelles sont les ressources qui ont été créées. Là, on va voir que cette fois-ci, le nom, ça va être 2DK6P. Et je vais lui demander quelle est l'ingress gateway. Alors là aussi, je vais récupérer la commande magique que j'avais tout à l'heure. Cette fois-ci, voilà, avec Google Cloud, on va avoir une IP lorsqu'un load balancer est créé. Avec AWS, vous n'avez pas une IP, vous avez un nom de domaine du load balancer. Voilà, chaque cloud provider a un petit peu sa spécificité. Ici, c'est une IP pour Google Cloud et avec AWS, c'est un petit peu différent. Donc, je vais me présenter de la même manière que tout à l'heure. Donc, je vais faire mon curl, exactement pareil que la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le DNS de Amazon que je vais taper, je vais juste me demander cette IP. Et la magie opère, le même conteneur a été déployé sur ici sur GKE avec Knative installé. On peut très bien faire exactement la même opération ici, hop, avec le cluster Cloudrun, et je vous montrerai ensuite les deux différences. Alors juste si je fais un petit point juste avant, ici on va trouver donc le service qui a été déployé, donc on voit bien le nom du cluster, c'est Knative, et on a bien le nom du service qui a été déployé. On va retourner sur le cluster, on va récupérer donc sur Cloudrun, on va pareil se connecter. Hop, on va faire exactement la même chose. On va simplement demander le apply comme tout à l'heure. Donc, voilà, c'est appliqué. Si je reviens ici sur la console, on va pouvoir voir que dans le ingress, on a le hello de tout à l'heure qui était ici sur Knative, et sur le Cloudrun, on a un QG VD2 qui est ici, et qui est déployé donc sur mon cluster, donc Cloudrun, et on voit ici qu'on a notre ingress gateway qu'on peut avoir directement ici, donc c'est notre load balancer, l'IP qui est ici. On peut le copier, et de la même manière, on va pouvoir faire notre curl, hop, qui est ici, hop. Donc on a bien notre QG VD2. Maintenant, quelle est la différence entre Cloudrun Knative, entre GKE et Knative, et GKE avec Cloudrun Add-on? En fait, la différence, donc déjà avec l'add-on Cloudrun, lorsque vous créez votre cluster, vous avez simplement donc
je vous montre juste ici. Vous avez simplement, si je peux bien accélérer, hop, vous avez simplement dans les features, vous avez simplement une case à cocher et vous n'avez pas un script à écrire pour installer Kinetic, pour installer Istio. C'est juste une case à cocher ici pour le lancer. Donc ça c'est très simple. Et ensuite, vous avez, si vous retournez ici, donc vous voyez la configuration qui est ici, mais aussi si vous allez sur Cloud Run, donc on va y aller, sur l'interface Cloud Run, qui est ici, que le zoom est gardé, parfait, le zoom est gardé. Vous allez voir le déploiement qui a été fait sur la partie, donc sur le cluster Cloud Run, parce que justement l'add-on qui est déployé va permettre de communiquer aussi avec l'API de Google Cloud Cloud Run et de publier donc les services qui ont été déployés sur le GKE avec Cloud Run directement ici. Voilà. Dernière étape, c'est de déployer ce même service sur Cloud Run totalement managé. Là, par contre, on va avoir un petit problème, c'est qu'on va pas pouvoir utiliser la commande kubectl qui, elle, permet d'interagir avec un cluster Kubernetes. Quand vous interagissez avec le cluster managé de Google Cloud, c'est pas du Kubernetes, c'est autre chose interne chez Google, avec un nom de code qui est Borg. Donc, Kubernetes s'inspire des bons principes de Borg interne chez Google, mais en tout cas, c'est pas kubectl pour interagir. Donc, pour ça, on va utiliser la commande gcloud, donc la CLI de Google Cloud. Je crois que c'est une commande en bêta. On va donc utiliser donc run, parce qu'on veut déployer ça. On va aller sur Cloud Run. On va utiliser les services et on va utiliser la commande qui est replace. En fait, le replace, ça va permettre de fournir un fichier qui va automatiquement être déployé sur le cluster Kubernetes. Donc, on fait ça et on y passe le fichier de configuration. Et c'est tout. Ah, j'ai oublié de préciser où est-ce qu'on veut déployer, puisqu'en effet, on peut le déployer sur Cloud Run totalement managé ou Cloud Run pour Anthos. Alors, Cloud Run pour Anthos, c'est un petit peu le nom marketing de Cloud Run sur GKE. Donc, en fait, voilà, c'est du GKE avec l'add-on Cloud Run qui est installé. Donc, soit c'est sur du Google Cloud, soit c'est sur du VMware. Et plus tard, on va pouvoir voir ici apparaître peut-être du Cloud Run pour Anthos déployé sur AWS ou on-premises. Pourquoi pas. Donc là, pour moi, c'est une version totalement managée. Et je vais le déployer, je m'en moque un petit peu. Allez, on va dire, on va le déployer en Europe. Ça va changer. Et là, mon service se déploie. Hop, ça va prendre quelques secondes et on va le voir apparaître forcément sur l'interface ici. Donc, si on fait un petit refresh ici, on va voir apparaître notre service qui est déployé donc en Europe, qui n'est pas sur le cluster GKE, forcément, puisqu'il est sur une partie managée et que je viens de déployer. L'avantage quand on déploie sur du Cloud Run managé, c'est qu'on va pouvoir le voir, donc pareil qu'avec sur GKE avec l'add-on Cloud Run, mais en plus, ce qui est mis à mes dispositions, c'est une URL qui est directement utilisable et accessible directement sur Internet. Donc on n'a pas à tricher avec un curl, se faire passer pour un certain host et puis se présenter sur Internet et tout ça. On n'a pas à faire ça. On a seulement à copier cette URL, à la coller ici, et hop, simplement, on a accès. Ben non, on n'y a pas accès. Ah oui, parce que je suis interdit. Ah. Alors, parce qu'on a une petite sécurité sur Cloud Run. Quand on déploie, là, le service par défaut se déploie en mode privé. Donc, n'importe qui ne veut pas y accéder. Donc, on va juste changer ça rapidement. On va ajouter comme permission la possibilité que tous les utilisateurs, ici, se connectent, puissent invoquer Cloud Run. Donc, avec ça, j'autorise n'importe qui dans le monde à se connecter sur mon service Cloud Run. Petit message d'attention, comme quoi il faut bien que ce soit public, enfin, comme quoi je vais faire quelque chose de public. Et donc là, maintenant, comme c'est appliqué, je vais pouvoir accéder à mon conteneur et on va bien voir que c'est la version DK9QJ. Et si je vais sur Cloud Run ici, je clique et normalement, la révision qui va me présenter, hop, c'est bien la DK9QJ. Donc le même service, en tout cas le même fichier de configuration que j'ai eu, j'ai pu le déployer sur AWS, sur GKE, avec ou pas Knative ou l'add-on Cloud Run, et sur Cloud Run
manager. Si je reviens sur les slides. Donc, au final, la présentation que j'ai faite, c'est qu'on a vraiment une portabilité sur n'importe quel cluster. À partir du moment où Knative est installé et que mon conteneur est compatible avec Knative, on peut le déployer sur n'importe quel environnement de manière similaire, avec en plus le même fichier de configuration et de déploiement, ce qui rend vraiment les choses transparentes pour notamment les développeurs. Donc, vous pouvez vraiment le faire. Donc, ça, c'est un résumé. C'est sur Knative, n'importe où, on-premises, sur AWS, où vous voulez. Forcément, aussi sur Kubernetes, managé par Google, donc sur GKE, et bien sûr sur Cloud Run, totalement managé. La différence entre les plateformes, ça va être sur la plateforme managée, vous n'avez aucune opération de maintenance à faire sur le cluster, parce qu'il n'est pas à vous. Donc le patching, le networking, tout ça, c'est géré par Google. Vous ne faites rien. Vous payez à l'usage. Votre conteneur ne tourne pas, vous payez rien. Votre conteneur commence à tourner, vous payez à 5000 secondes près le temps de processing en CPU et à mémoire de votre conteneur. Par contre, vous êtes limité par les capacités du cluster, donc la taille des instances sont limitées. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 2 CPU et jusqu'à 4 Go de mémoire, bientôt plus en termes de CPU, et une requête doit répondre en moins de 15 minutes. Bientôt plus aussi, mais en tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas traiter, pas faire du processing plus de 15 minutes par requête. Mais sinon, votre requête est coupée. Chose à savoir aussi, quand il n'y a pas de requêtes qui sont actives sur Cloud Run, le service scale à 0, ou alors s'il y a une instance qui est active, le CPU attribué à l'instance scale près des autres. En fait, vous ne pouvez pas faire de processing en back-end. S'il n'y a pas de requête, pas possible de faire du processing. Ça, c'est la partie totalement managée. Si vous voulez plus de liberté, vous pouvez gérer votre propre cluster Kubernetes. Donc, vous provisionnez vos ressources, vous provisionnez votre cluster. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de customisation du hardware, ajouter des GPU, ajouter des TPU, mettre beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Vous faites quelque part ce que vous voulez. Par contre, vous avez à manager votre cluster, le patching, le rollout des nodes, notamment pour faire du patching de manière plus efficace. Et vous devez payer 100% du temps votre cluster. Alors maintenant, vous pouvez aussi mutualiser votre cluster entre différents environnements, différents projets, mais malgré tout, votre cluster, vous avez une VM qui est up 100% du temps, vous la payez, qu'il y ait ou pas un conteneur qui tourne dessus. Donc c'est à vous de gérer votre provisioning, votre capacity planning par rapport au cluster. Et aussi, il y a aussi bien plus d'opérations de maintenance, d'ops, à faire sur ce cluster. Par contre, ce qui est commun à ces deux produits, c'est la partie autoscaling, forcément qui est gérée par Knative. Les logs qu'on va retrouver dans Stackdriver, dans mon logging. La CLI et la UI, c'est montré notamment quand on déploie la commande run service replace, on peut déployer aussi bien sur GKE que sur Cloud Run Manager. Et au niveau de l'UI, on voit aussi tous les différents services déployés aussi bien sur un cluster que sur la partie manager. Une chose auquel je n'ai pas parlé, c'est les custom URL qu'on peut paramétrer, customiser sur les services déployés de Cloud Run et forcément la compatibilité avec Knative. C'est un petit peu la base du service. Lorsqu'on va utiliser la version GKE avec Knative, on va perdre différentes choses, notamment la partie UI et la partie custom URL qu'on ne va plus avoir. Par contre, on va garder quand même l'environnement Google Cloud avec Stackdriver. Et si on le met sur un autre cloud provider ou on-premises, on va perdre aussi du Stackdriver, à condition qu'on ne soit pas dans un environnement Anthos. Typiquement, là, avec AWS, on n'est pas dans un environnement Anthos, on est vraiment cluster Kubernetes avec Knative. On perd les logs Stackdriver. On perd évidemment la vision sur l'UI et la feature des custom URL. Donc voilà. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'ai juste une dernière chose à vous dire sur le mythe de la portabilité, parce que je vous ai parlé de portabilité, vous avez mis plein les yeux. En tout cas, mais j'espère que des démos qui ont marché, je suis très content. Je vais juste conclure sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de portabilité, notamment des workloads. On peut mettre un workload aussi bien sur AWS, on-premises, sur GKE, de manière transparente. Anthos est très fort pour vanter ça. Mais en fait, c'est un mythe. Alors, c'est
je dis pas ça pour défoncer ma présentation. C'est juste qu'en fait, le vrai challenge que l'on va avoir sur le processing, quand on parle de workload, un workload prend des données en entrée et pousse des données en sortie. Et donc, la localisation des données, là où sont les données, ça va être très important d'avoir ça en tête. Et donc, même si on a un workload qui va tourner sur GKE avec une base de données MySQL sur GKE, si vous le mettez on-premises avec toujours votre base MySQL qui est sur Google Cloud, vous allez avoir des temps de latence horribles et votre application ne va pas très bien fonctionner. Donc, il faut aussi dépasser votre base de données que vous avez sur Cloud SQL on-premises pour avoir des temps de latence qui soient considérables. Ça donne aussi un petit peu de relief à l'annonce qui a été faite, une des grosses annonces qui a été faite cette année à Cloud Next 20, c'est de dire on va faire du BigQuery Omni, c'est-à-dire la possibilité de faire du BigQuery, pas sur Google Cloud, donc ça ne va pas nous obliger à prendre les données de AWS ou on-premises et de les mettre dans Google Cloud pour faire du BigQuery. On va pouvoir utiliser BigQuery localement. Aujourd'hui, c'est sur AWS, demain sur Azure, peut-être après-demain sur on-premises, de pouvoir traiter les données localement et justement réduire et faire disparaître ce mythe de la portabilité et de pouvoir traiter localement les données de manière transparente, quel que soit le cloud provider et quel que soit le cluster là où on est hébergé. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu de relief avec BigQuery Omni, qui est une grande évolution pour tacler justement ce challenge de la data sur la portabilité. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitter. Je serais ravi de vous répondre et de discuter avec vous sur Twitter. Je vais aussi publier les slides, en tout cas le lien des slides sur Twitter. J'ai écrit quelques articles sur Medium et notamment un article qui parle aussi de portabilité, donc un petit peu une présentation de ce que je viens de faire ici, avec le code que vous pouvez aussi retrouver sur mon GitHub, en lien avec l'article Medium que j'ai écrit. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je serais ravi de vous répondre si nécessaire. Merci Guillaume pour la présentation. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour débuter. Bon, moi j'en ai une alors pour commencer, pour me lancer. Du coup, j'en profite qui est le CNCF Nantes, du coup Club Native Computing Foundation. Est-ce que Knative est du coup dans la CNCF? Alors moi, j'ai envie de répondre oui. Je ne sais pas si Eric va me contredire, mais oui, il me semble qu'il est dans le CNCF. Voilà. Mais après, j'ai aucune certitude, mais je pense que oui. En fait, c'est plein de composants. Il y en a certains qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. En fait, Google, rien que pour la partie en fait Istio, ils ont même annoncé ouvertement qu'ils voulaient pas le mettre dans la fondation. Donc c'est un peu plus politique que technique. Ah. Mais après, effectivement, il y a plein de composants qui sont dans la fondation, en fait, oui. Mais il fait partie du landscape, par contre. Il fait partie des produits dans le landscape de la CNCF, donc ils sont très intéressants, effectivement. Mais après, là, c'est plus de la politique que technique. Hein. Oui, donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas dans la fondation directement, ils sont en tant que produit dans le landscape de la CNCF. Par contre, ils sont pas en tant que projet de la CNCF directement, donc ils sont pas sur la grille de maturité. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils ont quand même toute pas mal de pages, en tout cas, pour expliquer la façon dont ils fonctionnent en termes de contribution open source, en termes de gouvernance open source. Et ils ont aussi en fait dupliqué le même principe qu'il y a sur la CNCF de TOC, Technical Oversight Committee, avec des élections récurrentes. Et de mémoire, je crois, c'est assez récent, hein, mais depuis 2020, du coup, le projet va mieux puisqu'il y a moins de Googlers. Apparemment, ça faisait pas mal en 2018-2019, c'était assez tendu, on va dire, entre la communauté et Knative, puisqu'en fait, sur les 7 places, il y avait 4 Google, et pour faire avancer les choses, il fallait avoir au moins 4 validations. Ok. Ah, il y a une question de Thibaut. Quelles sont les configurations possibles pour faire un load balancer global entre AWS et Google, par exemple? Ok. Pour l'un des premiers arguments était de dire de déployer sur plusieurs clouds qui permettrait d'avoir une haute disponibilité. Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que je suis un développeur, je suis pas du tout un ops, et en plus de ça, j'ai horreur du réseau, et je suis enregistré, je dis ça, j'ai horreur du réseau, je suis nul à réseau, mais je m'en cache pas.
Voilà, donc ça, c'est juste pour mettre ça en introduction. De mémoire, il y a Anthos Service Mesh qui permet de faire ça. Donc, voilà, c'est un produit Google qui permet de faire du service mesh entre différents cloud providers, mais j'ai peur d'en dire trop et de dire trop de bêtises. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je sais pas si Eric ou d'autres personnes ont des compléments à faire, mais je préfère m'arrêter. En termes de load balancing global, effectivement, il y a des choses côté Istio. Moi, personnellement, j'ai pas encore regardé, mais effectivement, il y a des choses pour faire effectivement ça. Ouais. Après, j'avais aussi un commentaire de Thibaut aussi sur le list privilège. Donc, en effet, c'est quelque chose sur lequel je me bats en permanence en interne. C'est que là, pour la démo, c'était beaucoup plus simple. J'aurais pu montrer un appel curl plus compliqué où je mettrais un paramètre, une notation de mirror et un token d'authentification. Voilà. Je pense que pour la démo, c'était un petit peu trop compliqué le temps de tout expliquer. C'est pour ça que le all user, c'était plus simple pour la démo. Mais c'est une mauvaise pratique. Je l'accorde. Alors après, malgré tout, ouvrir un service en all user, ça a du sens. Quand vous avez une API qui est publique, ça te fait du sens de l'ouvrir publiquement à tout le monde et de dire venez me consulter parce que vous avez le droit. Ça peut aussi se faire. Et du coup, moi, je peux me permettre une question aussi, du coup, directement à l'oral, je ne vais pas l'écrire. Knative, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, pas mal de breaking change. Tu n'as pas été trop embêté avec tout ça, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements d'API. Est-ce que ça s'est stabilisé ou ça reste encore une API qui change beaucoup? Alors aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Alors c'est qu'au début, ça a beaucoup changé. Depuis à peu près le mois de mai, ça s'est stabilisé. Donc quand même, ça s'est stabilisé mais depuis 3 mois. Malgré tout, là, donc j'ai fait une démo. Donc j'ai fait un petit peu la même démo début du mois d'août, le 4 août au GDG Melbourne. J'étais avec Istio 1.6. Là, c'est Istio 1.7. Et les choses ont changé. Voilà. En fait, il y a quand même des choses qui évoluent beaucoup, soit côté Istio, côté Knative. Ça change beaucoup. Aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est que je joue avec, je m'amuse, je le présente parce que je trouve que c'est une super technologie et que je pousse les gens pour l'utiliser. Nous, on va l'utiliser un petit peu plus en 2021, mais surtout en 2022, notamment pour répondre aux contraintes du contrat de Bordeaux que j'ai cité en entrée chez Veolia. Donc, on est au tout début de notre histoire chez Veolia, donc on n'a pas été trop embêté avec ça. Mais en effet, chaque fois que je fais des démos, je passe un peu de temps pour tout retester parce que ça change et ça évolue et il ne faut pas que je me fasse avoir sur certains pièges. Et notamment, donc, on parle des versions de Knative, mais il y a aussi de la version du cluster Kubernetes qui est important, parce qu'en fonction de la version de Knative ou de Istio que vous installez, il faut qu'il y ait une version minimale du cluster Kubernetes que vous installez aussi. Donc, il faut vraiment que la compatibilité des versions soit de bout en bout, Kubernetes, Istio et Knative. Et donc, ça demande du test pour s'assurer de la compatibilité. Dernière chose, comme je n'ai pas encore non plus lancé des clusters comme ça en production, parce qu'on n'est pas encore dans ce cas-là chez Veolia, la migration d'une version vers une autre, que ce soit de Kubernetes, de Istio ou de Knative, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça casse des choses? Il faut vraiment le tester beaucoup ou pas? Donc là, j'ai pas assez de recul pour vous donner de l'expérience là-dessus parce que je l'ai pas eu professionnellement. Et donc, je suis un petit peu sec sur le sujet. Ézéchias, je crois que tu as une question. Oui, j'ai une question. Vu qu'on a vu, il y a beaucoup de possibilités d'utiliser Knative. J'aimerais savoir à quel moment il faut utiliser, par exemple, Cloud Run, le service managé par Google, et à quel moment utiliser Cloud Run avec son propre cluster. Alors, ça dépend de plusieurs choses en fait. La première, c'est est-ce que tu as besoin de ressources personnalisées ou pas? Est-ce qu'avoir 2 CPU, enfin jusqu'à 2 CPU et jusqu'à 4 Go de mémoire, ça te suffit ou pas? Si ça te suffit, utilise une version managée. Tu n'as pas à t'embêter avec la gestion du cluster, à patcher les serveurs. Si la nuit et le week-end, tu n'as pas de trafic, tu ne payes pas. Donc, tu économises de la ressource, tu économises de l'argent. C'est mieux pour la planète parce que tu économises des ressources. Voilà. C'est mieux pour tout le monde.
Si après tu commences à avoir des contraintes un peu particulières, qui va être j'ai besoin d'avoir un GPU, parce que tu as un modèle de machine learning que tu veux servir, tu as besoin d'un GPU à côté. Avec Cloud Run Manager, tu ne peux pas le faire. Donc, tu as besoin d'avoir ton propre cluster avec ton pool de VM qui va avoir contenir des GPU, et tu seras obligé d'avoir ça. De la même manière, j'ai dit qu'on était limité à 15 minutes de requête, enfin 15 minutes de processing sur une requête. Si tu as un job qui va durer 3 heures parce que tu vas devoir faire de la transformation de données, de l'intégration de données sur une requête que tu déclenches avec du Cloud Run, je ne sais pas pourquoi, si ça doit durer 3 heures, à ce moment-là, tu ne peux pas le faire sur du Cloud Run Manager. Il faut mieux passer sur du Knative ou du Cloud Run sur GKE. Et dernière contrainte que tu peux avoir, c'est si tu veux mixer un petit peu des applications qui tourneraient déjà sur ton cluster GKE avec des développements que tu fais toi-même sur ton cluster GKE, mais que tu veux le faire en mode serverless. Par exemple, typiquement, tu as la marketplace avec GCP, tu peux déployer, je ne sais pas moi, un Kafka sur ton cluster GKE et tu veux utiliser ce Kafka avec ton service compatible Knative, eh ben, tu vas te déployer sur GKE et pas sur la partie managée parce que tu vas avoir des problèmes pour te connecter au VPC, tu vas devoir créer un VPC connecteur. Enfin, c'est plus compliqué que si tu hostes directement ton conteneur sur ton cluster GKE. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustif et j'espère avoir été clair. Alors Thibaut, la question, si on ne fait pas de multi-cloud, est-ce que c'est mieux d'utiliser App Engine ou bien Cloud Run, même si cela demande de prendre un peu de temps pour faire des fichiers YAML de Cube? Tout d'abord, les fichiers YAML de Cube, tu dois les faire que si tu veux déployer sur du Cube, si tu veux faire du Cloud Run Manager, tu peux très bien te passer de ton fichier YAML et le faire directement en ligne de commandes et déployer directement, mais comme ça. App Engine, typiquement, tu tombes exactement dans le use case que l'on a chez Veolia. Veolia est parti très tôt dans le cloud. On est parti en 2012. Donc 2012, c'est très très tôt pour une grosse boîte du CAC 40. Quand on est parti, deux options. On a écarté Microsoft, AWS et GCP. En 2012, sur GCP, il n'y avait pas de compute, il n'y avait que App Engine. Donc tous les nouveaux développements, on les a fait sur App Engine à partir de 2012. Et le legacy, le lift and shift, on l'a fait sur AWS. Ça, c'est juste pour l'historique. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui tournent sur App Engine, on a beaucoup de compétences App Engine. Le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a notre application qui tourne sur App Engine et on veut la mettre sur GKE on-premises pour Bordeaux. Et donc, moi, en tout cas, je suis fan de Kubernetes, je suis fan de Cloud Run et je trouve que c'est beaucoup mieux de containeriser l'application. Je trouve que c'est plus élégant d'avoir une application qui est containerisée plutôt que de faire du App Engine. Voilà, je dirais que pour la nouvelle génération, App Engine, c'était un petit peu mais l'ancien monde. App Engine a quand même 12 ans. Et la nouvelle génération, je dirais plutôt que c'est Cloud Run. Surtout que maintenant, on peut mettre du Cloud Run, du App Engine et du Cloud Function derrière un load balancer qui nous permet de servir des fichiers statiques avec storage et le backend avec Cloud Run, ce qui permettait de faire App Engine à un seul coup. C'est-à-dire qu'avec App Engine, on pouvait servir aussi bien les fichiers statiques et le backend avec le même service. Là, on peut le faire aussi, mais de manière plus complexe avec Cloud Run et le load balancer. Bon, c'est juste un détail. Autre chose que je préfère aussi avec Cloud Run, c'est que sur Cloud Run, on peut mettre le service account que l'on veut pour avoir ce principe de liste privilège par service avec Cloud Run. On peut pas avoir un service account déployé par service sur App Engine. Donc, on a aussi des contraintes de liste privilège avec App Engine, ce qui peut être problématique. Il faut gérer des clés de service account et c'est aussi problématique pour les stocker, pour les rotations. Bref, App Engine est un peu plus limité en termes de sécurité aussi, je trouve, par rapport à Cloud Run. Ok, merci Guillaume pour la session de questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour Guillaume?
Ouais, il y a Thibaut qui a fait un petit complément. Est-ce qu'on a exactement les mêmes options de répartition du trafic? Oui, c'est tout nouveau. On a maintenant on peut faire du traffic splitting avec Cloud Run. Voilà, quand on a deux instances de déployer, on peut splitter le trafic de 5%, 10%, 20%. Donc c'est quand même manuel, mais on peut faire une canary release ou un blue-green deployment si on le souhaite avec Cloud Run, comme on le fait aujourd'hui avec App Engine. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment très très proche des fonctionnalités App Engine et Cloud Run. C'est pour ça que je promeus Cloud Run. Je suis aussi un grand fan de Cloud Run, donc je suis pas très objectif dans mes choix. Mais en tout cas, on est très proche aujourd'hui. Merci Thibaut. Juste une dernière contrainte. Donc justement, en effet, Thibaut, tu me parles de Cloud Run. La contrainte avec Cloud Run, c'est que tu dois créer un conteneur. Donc pour créer un conteneur, la façon la plus simple aujourd'hui, c'est de créer un Dockerfile. Donc il y a un nouveau langage de scripting à apprendre qui s'appelle Dockerfile, où tu vas décrire ton image de base, qu'est-ce que tu ajoutes, qu'est-ce que tu compiles, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu lances dans ton conteneur. Donc il y a quand même ça à apprendre. Ça s'appelle, il y a un fichier Dockerfile à écrire. On voit arriver des choses, donc c'est une alpha qui est publique aujourd'hui. Avec Cloud Build, on peut utiliser Buildpack. Donc Buildpack, ça va faire aussi plaisir à Eric parce que je crois que c'est dans des produits du CNCF. Buildpack Oui, c'est un projet SNCF. CNCF. Ouais. Donc voilà, en fait, Buildpack permet, quand vous le lancez, ça scanne votre projet, votre code, et ça détecte automatiquement le langage, le point d'entrée, et ça construit le conteneur de manière automatique sans avoir un Dockerfile à écrire. Ça le fait pour vous en sniffant votre code, en comprenant ce que vous voulez faire. Donc ça vous simplifie aussi la vie. C'est encore un petit peu expérimental, mais ça marche de mieux en mieux. Abraham pose une question. Bonsoir, avec quoi crée-t-on les déploiements? Alors, je ne connais pas exactement, enfin, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par les déploiements, parce qu'on va déployer un service. En fait, on va créer plutôt un service Cloud Run. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai utilisé un fichier, en tout cas un fichier YAML de description de ce service, et je l'envoie au master Kubernetes avec kubectl. J'envoie ce fichier, et c'est lui-même qui crée le service et qui crée tout ce qui est en relation avec ce service. Je ne sais pas si c'était exactement ta question, sinon tu peux la préciser, Abraham, si tu souhaites. Parfait. Ok. Je tiens encore une nouvelle fois à remercier Guillaume du coup pour le talk. J'avais mis les différentes coordonnées dans le chat pour contacter Guillaume, donc que ce soit du coup ses infos sur Twitter, Medium et GitHub. Pour la présentation, du coup, il la tweetera et puis on la repartagera du coup avec les différents comptes Twitter côté GDG, CNCF, etc. Et puis, je vous remercie du coup d'être venu à cette session co-organisée du coup par le GDG Cloud Nantes, le CNCF Nantes et le GDG Cloud Abidjan. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Salut, merci. Merci à vous.